Bonjour et bienvenue sur le podcast Mantrailing Addict. Un podcast pensé pour toi, que tu sois tombé dans la marmite mantrailing depuis longtemps ou simplement curieux d'en apprendre plus sur cette activité. Mantrailing Addict, c'est le nom d'un podcast, mais c'est aussi celui d'une équipe de passionnés, portés par l'envie de partager le fruit de plusieurs années de pratique, de doutes, de remise en question et de formation pour répondre aux questions que tu te poses sur le mantrailing. Moi, c'est Elsa. Et chaque mois, j'aurai le plaisir d'échanger autour d'une thématique technique avec un ou une coach. Nous aurons aussi parfois la chance d'entendre le témoignage d'un binôme chien-humain qui a vu son regard, sa relation et parfois même son quotidien changer. Pour ce deuxième épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir Alexis qui nous donnera ses conseils pour choisir le matériel adapté à la pratique du mantrailing. Nous échangerons aussi au sujet du choix de la récompense, un élément essentiel à la motivation du chien. Bonne écoute. Bonjour Alexis. Salut Elsa. Alors toi, tu as 30 ans, tu vis actuellement dans la région de Grenoble avec ta chienne June, qui est un berger hollandais de 6 ans. Et à l'origine, tu t'es formé en éducation canine en 2020, mais tu es désormais coach mantrailing addict. Alors explique-nous un petit peu comment cette aventure a débuté pour toi. Ouais, bah écoute, moi pendant ma formation pour devenir éducateur canin, on avait des stages à faire et j'ai décidé de faire un stage d'observation chez Karine à Annecy. Et j'ai donc passé une semaine à observer et à la fin, j'avais qu'une seule envie, c'était de revenir et essayer avec mon chien. Donc c'est ce que j'ai fait quelques mois plus tard et j'ai immédiatement accroché quoi. C'était tellement bien. Et comme quoi, le nom Mantrailing Addict, il prend tout son sens. Trop fort. Accro à la première dose alors. Et est-ce que June, elle a eu le même coup de cœur pour la discipline que toi ? Oh, je pense pas. Pas autant que moi en tout cas. Après oui, elle aime bien pister, oui, ça c'est sûr. Mais il y a des moments, elle va être moins motivée que certains jours. Puis c'est pas une acharnée comme certains chiens, tu vois. Il y a des chiens, ils sont acharnés pour chaque piste, ils sont à fond de balle dès le début. Alors que moi, c'est plutôt une diesel, tu vois. Il faut un petit temps de chauffe avant la piste. Des fois, je suis obligé même de l'exciter un petit peu. Pourtant, c'est un berger hollandais, hein, mais elle est très calme. Et du coup, voilà, elle est calme en début de piste. Et après, plus elle avance sur sa piste, plus elle se motive, plus elle va être à fond. Mais sinon, ouais, elle aime bien pister, ça c'est sûr. J'aime bien l'image du diesel. Bon ça tombe bien, nous aurons l'occasion de parler de motivation dans ce podcast. Alors toi, tu es lauréat de la toute première session de formation coach mantrailing. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y inscrire ? Qu'est-ce qui m'y a poussé ? Quand j'ai commencé à pister avec Karine, j'avais entendu qu'elle allait former des coachs et je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Je vais travailler dans le monde du chien, le mantrailing ça en fait partie. J'adore l'activité, je peux très bien allier les deux. Donc je me suis lancé dans cette expérience et je regrette vraiment pas parce que maintenant je propose que du mantrailing et j'ai totalement arrêté l'éducation canine. Ah oui, ça doit quand même être un plus d'avoir cette double casquette avec tes connaissances en éducation canine. Et j'imagine que selon les profils de chiens que tu rencontres, ça peut t'aider. Ouais, carrément. Ça m'aide beaucoup, notamment sur les chiens qui sont stressés ou peureux. Mon expérience d'éduc, elle me permet de bien connaître la communication canine et je vois les signaux du chien et je peux adapter les exercices en fonction. Ouais, c'est l'un des grands défis à relever en tant que coach, adapter l'activité à tous les chiens. Tiens d'ailleurs, quelle est pour toi la plus grande difficulté que tu aies rencontrée dans ton rôle de coach en mantrailing ? Oula, bonne question là. Je dirais que c'est quand j'ai un nouveau binôme qui arrive chez moi en ayant déjà un peu commencé le mantrailing et que le chien s'est conditionné d'une certaine manière. En fait, il y a différentes méthodes d'apprentissage dans le mantrailing et certaines, elles sont pas compatibles. Nous, nos méthodes, elles sont axées sur le fait que le chien soit capable de travailler en autonomie et que le conducteur soit capable de lire son chien. Au final, notre but, c'est que le binôme puisse travailler seul sans l'intervention du coach. On est là surtout pour concevoir une piste adaptée à la progression du chien et donner des conseils d'amélioration au conducteur. Que certaines méthodes habituent plutôt le chien à demander de l'aide au coach et à son conducteur. Donc les chiens qui apprennent avec ces méthodes,
Ils arrivent pas à pister chez nous et il faut tout reprendre à zéro, quoi. Donc c'est plutôt difficile émotionnellement pour le client et donc pour moi aussi, hein. Ah oui, j'imagine pas évident à gérer ce genre de situation. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va pouvoir attaquer le cœur du sujet du jour et il y a des choses à dire. On va parler dans un premier temps du matériel nécessaire à la pratique du mantrailing. Pour commencer, évidemment, il faut un peu de matériel pour son chien. Quels sont les indispensables à prévoir ? Pour le chien, le plus important, c'est un bon harnais adapté à sa morphologie, à l'activité, et bien sûr une bonne longe. Ok, alors on peut peut-être commencer par le harnais. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les caractéristiques d'un harnais qui serait adapté à la pratique du mantrailing ? Ouais, bien sûr, il y a plusieurs caractéristiques importantes pour le harnais. Déjà, on va éviter tous les harnais qui empêchent la liberté de mouvement. On va privilégier un harnais confortable, adapté à la traction, mais pas un harnais de canicross, parce que souvent j'en vois qui viennent avec ça, mais l'attache elle est trop en arrière par rapport au niveau du dos du chien, ce qui fait qu'il risque de se lever, de pivoter, et parfois même les chiens ils arrivent à sortir du harnais. C'est des harnais qui sont adaptés pour que les chiens ils tractent dans une direction constante, mais dans le cas du mantrailing, on peut avoir des arrêts, des virages serrés, des demi-tours. Donc l'idéal, c'est un harnais plutôt avec un col en V qui va pas appuyer sur la trachée, qui va permettre une liberté de mouvement au niveau des épaules et des coudes, et une attache plutôt au milieu du dos avec un bon maintien. Un harnais non adapté, ça peut clairement avoir des répercussions sur le travail du chien. Ouais, donc vraiment important de pas se tromper sur ce choix-là. Toi, tu utilises quoi comme harnais du coup ? Moi, j'utilise et je conseille le harnais Zampa, qui répond vraiment à tous ces critères. Il a en plus une troisième sangle sous le ventre, ce qui empêche le harnais de tourner sur le dos du chien. Ça empêche aussi le chien de retirer le harnais. Il est très léger et il est rembourré sur les points de pression. L'avantage, c'est qu'en plus, il est possible de les faire sur mesure. Après, l'inconvénient, c'est qu'il reste très difficile à trouver. Mais Karine, elle est revendeur en France d'ailleurs. Vous pouvez la contacter. Elle se fera un plaisir de vous répondre, je pense. Ah oui, je confirme. L'essayer, c'est l'adopter, ce harnais. C'est également celui que j'utilise pour mon chien. Et franchement, on n'a pas trouvé mieux jusqu'ici. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la longe maintenant ? Ouais. Le choix de la longe, il est aussi important que celui du harnais. Parce que ce sera votre principal outil de communication avec le chien. Elle doit être agréable à tenir pour l'humain. C'est indispensable pour une bonne communication. Il existe plusieurs matières comme le nylon, l'antidérapant, le cuir ou encore le biotane. Et c'est sous plusieurs formes comme des rondes ou des plates. Je suis pas particulièrement fan des longes rondes parce qu'il y a moins de matière en contact avec la main et ça oblige à serrer plus la main pour retenir le chien. Concernant les longes antidérapantes, elles ont tendance à agripper trop quand elles frottent sur un arbre par exemple. Et elles absorbent l'eau et les épines, comme celles en nylon d'ailleurs. Donc elles peuvent vite être lourdes et sales. Globalement, les longes appréciées, les plus appréciées en tout cas, c'est les longes plates, en biotane ou en cuir. D'accord. Bon, on note, donc plutôt forme plate. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les avantages et les inconvénients de ces deux matériaux différents du coup ? Ouais, ça dépend après des préférences, mais le cuir, il a l'avantage d'être légèrement élastique, qui va amortir un peu les éventuels à-coups qu'on pourrait mettre au chien. Après, ça reste un matériau quand même plutôt cher, qui demande quand même un certain entretien. Elles peuvent durcir une fois mouillées, il faut penser à bien nourrir le cuir. Et c'est des longes qui sont généralement plus lourdes et c'est pas évident d'en trouver pour des longueurs de plus de 10 mètres. Personnellement, moi j'aime bien travailler avec des longes en biotane. Elles sont d'ailleurs souvent les plus appréciées. C'est une matière flexible sans être trop souple. Un autre avantage, c'est qu'elle ne s'imbibe pas d'eau et niveau entretien, il n'y a rien de plus simple. Quand elle est sale, un coup de chiffon et c'est fini. Il y a une multitude de longueurs, de largeurs, d'épaisseurs. Ça permet d'avoir une longe adaptée à chaque binôme. Par exemple, si tu as un dog allemand, tu vas prendre un truc un peu plus costaud, plus large. Alors que si tu viens avec un chihuahua, tu vas essayer de prendre plus fin, plus léger, quoi.
Et il y a aussi un large de choix de couleurs. Ça, c'est bien. En général, on privilégie les couleurs vives parce que elles sont plus faciles à voir dans la végétation ou la nuit. Et il peut arriver qu'on ait besoin de la lâcher pour la récupérer si on doit passer un obstacle. Et on évite aussi plus facilement de marcher dessus. Ouais, c'est vrai que c'est une matière qui a vraiment plein d'avantages, qui est intéressante. Alors, il faut juste faire attention parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs qualités de biotane différentes, c'est ça? Ouais, en effet, exactement. Ouais. Il faut faire attention avec le biotane qui va être trop raide. Ça sera difficile à manipuler, alors que le trop souple, il va s'accrocher, faire des nœuds. Donc pour moi, le médium, c'est le top. Ouais, bah, finalement, le seul inconvénient du biotane par rapport au cuir, c'est que par contre, c'est pas élastique. Effectivement, ouais. Ouais. C'est à nous de bien anticiper et d'apprendre à amortir les à-coups. Hein. Ah oui, et puis très important aussi. On évite d'avoir des dragons au bout de la longe parce que elles peuvent se coincer facilement dans des branches d'arbres, des pneus de voiture. Et surtout, si la longe elle a une dragonne, évitez de l'utiliser parce que j'ai 2 clientes qui se sont blessées comme ça, qui s'est ouvert un doigt et l'autre qui s'est cassé le doigt carrément. Aïe, ok, donc c'est noté. Pas de dragon, si possible, avec une grosse préférence pour le biotane pour toi. Et ça serait quoi la longueur idéale, du coup? Tu disais qu'il y avait beaucoup de choix de longueur. Et tout à l'heure, il me semble que tu parlais de plus de 10 mètres pour du cuir, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En termes de longueur, on prendra au minimum 10 mètres. Après, certaines personnes, elles préfèrent travailler avec des longes de 15 mètres, mais c'est assez compliqué à gérer. Chez les Mantrailing Addicts, on a constaté que 12 mètres, c'était l'idéal pour travailler, en tout cas pour la qualité du travail du chien, sans pour autant que la gestion devienne trop compliquée. Ouais. Et pourquoi pas plus court que 10-12 mètres, du coup? En fait, comme on cherche à avoir un chien qui va être autonome dans son travail, si la longe va être trop courte, on risque de le gêner ou de l'influencer. Donc déjà, si on marche trop proche de lui, il va entendre nos pas, il va nous voir, et ça peut le pousser dans une direction. Parce qu'il va se dire, tu vois, par exemple, le chien, il se retourne, il va dire, ah ok, papa, il me suit par là, ok, c'est sûrement dans cette direction, ok, j'y vais, go. Et surtout, ça arrive qu'à certains moments sur une piste, le chien, il ait besoin d'aller checker, donc de chercher à droite, à gauche, pour trouver la bonne direction. Et dans ces moments-là, nous, on a besoin de rester bien immobile pour pas l'influencer. Pour vous donner un exemple, imaginons, j'ai une longe de 5 mètres. Si le chien, il prend une direction, et que je le suis parce que ma longe, elle est trop courte, au bout d'un certain nombre de mètres, s'il se rend compte que c'était pas la bonne direction qui s'est trompé, il va normalement se retourner pour faire demi-tour. Mais comme il va me voir marcher dans cette direction, je vais potentiellement le pousser à la faute. Alors que si j'avais une longe de 12 mètres, il aurait eu plus le temps de réflexion pour faire demi-tour avant que je commence à marcher. Et donc, je l'aurais pas poussé à continuer dans cette direction, en fait. Et petite question au passage, on discutait tout à l'heure, tu me parlais de la tension de la longe, qui est quelque chose que tu vas plutôt rechercher pendant la piste. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'un chien qui marchait super bien en laisse se mette à tirer tout le temps, à force de pratiquer le mantrailing? Je dirais que ça peut arriver pour certains chiens et qu'il faille reprendre quelques exercices de marche en laisse en parallèle des premières séances. Mais personnellement, moi avec John, j'ai eu le problème inverse. C'est-à-dire que je lui avais appris sommairement à ne pas tirer en balade en laisse. Et au mantrailing, du coup, elle voulait pas tirer, quoi. Le moindre à-coup, la moindre tension sur la longe, ça la faisait se stopper complet. Et puis elle pouvait carrément abandonner la piste, quoi. Donc du coup, j'ai dû lui apprendre que, ok, au mantrailing, tu peux. Chose qu'elle fait maintenant aujourd'hui et elle peut tirer plus ou moins fort en piste. Et j'ai remarqué que les rares fois où je la balade en laisse, franchement, elle tire pas plus qu'avant. Bon, c'est rassurant. C'est vrai que c'est aussi une inquiétude que j'avais et j'ai pas eu de problème particulier sur la marche en laisse finalement. Alors, on va maintenant passer à l'équipement de l'humain parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Il est tout aussi important pour ne pas gêner son chien. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce qu'il faut prévoir pour le conducteur, donc la personne qui va tenir la longe et suivre le chien? Ouais, pour le conducteur du chien, dans un premier temps, je recommande vivement de porter des gants pour atténuer le frottement de la longe. Au départ, il y a beaucoup qui essaient sans gants et ils se brûlent les mains. Si c'est pas le cas, c'est généralement que les personnes ils anticipent le frottement. Donc ils laissent pas glisser suffisamment la longe dans la main.
ça aura pour conséquence soit des à-coups, soit un manque de contact et donc un manque de communication avec son chien et il risque de pas être assez ralenti. Les modèles les plus pratiques, c'est les gants de voile de chez Decathlon avec le pouce et l'index qui sont dégagés parce qu'ils facilitent la manipulation du mousqueton de la longe. On peut aussi utiliser l'application du téléphone, enfin pour l'application du Mantrailing sur le téléphone. Donc ça me permet de prendre le téléphone et pouvoir le gérer sans avoir à enlever et remettre les gants tout le temps. Par contre, par temps de pluie, il rip un peu trop et vaut mieux des gants plus simples. Ou sinon, l'astuce, c'est que on peut les retourner sur eux-mêmes, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il faut aussi une bonne paire de chaussures qui vont bien accrocher au sol pour éviter de glisser. Parce que quand t'as le chien qui te tire dans une pente, si t'as des chaussures qui glissent, t'es pas bien. C'est clair. Si vous avez l'intention de faire des nocturnes, je vous conseille de vous munir d'une bonne lampe frontale. Pour la sécurité pendant les entraînements, c'est un aspect important, particulièrement en ville ou en zone pavillonnaire, ou quand on travaille la nuit. Les participants doivent porter un gilet fluo type gilet de sécurité de voiture pour être visible de tous et surtout des voitures. Et pour les chiens, il y a également des gilets de sécurité et des colliers lumineux. Et bien sûr, des sacs à crottes, parce que c'est important de laisser le lieu propre, quoi. Et alors, dis-moi, pour la personne qui va se cacher, donc qu'on appelle le traceur, est-ce qu'il faut du matériel supplémentaire ? Oui, chaque participant doit obligatoirement avoir des objets odorants. Par exemple, un bout de tissu portant son odeur qui sera utilisé lorsqu'il jouera la personne disparue, donc le traceur. L'objet, il servira d'odeur de référence en le présentant au chien en début de piste. Vous pouvez prévoir des bocaux type pot de confiture pour conserver votre objet odorant. C'est mieux de pas utiliser des sacs de congélation. Alors je sais, mes clients, ils utilisent la plupart du temps, ils utilisent ça, mais c'est moi qui leur ai demandé. Mais maintenant, je suis revenu sur ça. Je préconise vraiment que les bocaux parce que les sachets, ils sont poreux, donc ça laisse plus les odeurs se disperser, ça va plus traverser, contrairement au bocal en verre. Et c'est pas très écolo. Je préfère que l'objet odorant soit utilisé pour une seule piste et en utiliser un nouveau à chaque fois. Pourquoi ? Simplement parce que le risque de contamination de l'objet odorant peut mettre de la confusion dans la tête du chien et par la suite risquer d'avoir plus de problèmes de discrimination. Pour rappel, la discrimination, c'est le fait que le chien doit identifier une odeur humaine parmi d'autres. Ok, je comprends. Et est-ce que tu as donné exemple d'un bout de tissu ? Est-ce que je peux mettre un autre objet comme objet de référence, je sais pas, par exemple mes clés de voiture ? Alors oui, sur le principe, tu peux. Ça peut être n'importe quoi. Genre par exemple une bouteille, une coque de téléphone, des cheveux, un mouchoir. Je précise propre. Mais faut quand même garder en tête que l'objet va être posé au sol. Donc éviter de prendre des objets de valeur, de peur de se le faire voler déjà par un passant. Et surtout, il y a certains chiens qui prennent l'objet odorant en gueule et ils peuvent l'abîmer, voire carrément le défoncer. Ouais, ça c'est du déjà vu. Et il y a aussi des équipements, on va dire, plus exceptionnels en fonction, je sais pas, des saisons, de la météo par exemple. Ouais, pour nous, globalement, faut penser qu'on reste des heures dehors et parfois même en statique. Donc simplement des vêtements adaptés aux températures extérieures. Par temps de pluie, je vais conseiller d'avoir de bonnes bottes résistantes et confortables, genre en rayon chasse, type Aigle, Chameau, Art. Ça, c'est des bonnes marques. Après, il en existe d'autres, mais voilà. Des bonnes chaussures, plus des chaussettes imperméables et chaudes pour avoir les pieds au sec et pour pas trop glisser sur le sol qui est glissant. On peut même penser à utiliser des crampons en cas de gel en hiver. Il y a aussi l'indispensable surpantalon et un bon manteau étanche. Le top, c'est des cirés de qualité type Guicoten. Faut être conscient que quand on passe 4 à 5 heures sous la pluie, faut un vrai équipement de qualité. On peut bien sûr prendre des tenues de rechange, des chaussures, des chaussettes, des gants chauds. Ensuite, quand il fait chaud, je conseille d'avoir 2 types de tenues.
En milieu urbain, vous pouvez prendre un short, mais toujours avoir un pantalon dans la voiture, parce que si on part en forêt, on peut très vite s'arracher les jambes avec les ronces, tout ce qui est épineux et autres. Donc même quand il fait très chaud, moi je mets toujours un pantalon parce que sinon je reviens avec les jambes en sang. Moins il y a de parties de peau libre et mieux c'est. Et pour les chiens, du coup, est-ce qu'il y a d'autres équipements? Oui, pour les chiens, par exemple, il y a des chiens qui sont frileux, pour lesquels en hiver, je conseille de prendre un manteau pour la tente en voiture, et certains peuvent même pister avec. Il y a aussi le manteau imperméable pour les chiens qui sont pas à l'aise avec la pluie, parce que oui, on piste même quand il pleut. Ça peut arriver de mettre des chaussons pour les chiens qui n'aiment pas marcher sur certains types de sols ou qui ont des problèmes de coussinets. Ça permet une protection contre le sol chaud en été, le sol froid et humide, plus le sel en hiver, qui va brûler les coussinets, et en zone industrielle quand il y a des bouts de verre. Ensuite, par temps chaud, ça va être pas mal d'avoir une couverture anti-UV à mettre sur la voiture, ou dans un premier temps, pourquoi pas utiliser des couvertures de survie, parce qu'on essaye de trouver des parkings ombragés, mais c'est difficile d'avoir des places à l'ombre pendant toute la séance. Vous pouvez aussi avoir un tapis et un manteau rafraîchissant. Et bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais par tous les temps, il est indispensable de prendre une gamelle avec de l'eau. L'hydratation, c'est indispensable au mantrailing parce que plus la truffe est humide, mieux le chien pourra capter les odeurs. Quand le chien il renifle, les muqueuses s'assèchent beaucoup plus vite. Pour bien se représenter au repos, ils font 15 respirations par minute. Pendant la marche, 30 respirations par minute. Et quand ils font fonctionner leur nez, c'est 140 à 200 respirations par minute. Donc forcément, ça va les assécher plus vite. C'est fou, ouais. On n'est pas compte à quel point la respiration s'accélérait pendant les pistes. Ça doit bien les fatiguer, tout ça. Ouais, carrément. Ouais. D'ailleurs, c'est important que les chiens se reposent bien dans la voiture. C'est pour ça que je demande à beaucoup de clients de prendre de quoi calfeutrer les fenêtres de la voiture. Genre un grand drap, par exemple. Que le chien il puisse être au calme et se reposer sans être tout le temps stimulé à regarder ce qu'il y a dehors, à aboyer sur les autres chiens, et surtout qu'il triche pas en regardant où son traceur part se cacher, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chiens qui se posent assez naturellement et d'autres qui vont avoir besoin d'aide et de plus de temps pour apprendre à se reposer entre les pistes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et il nous reste un dernier élément dans le matériel qui est super important à avoir sur soi quand on va pister et dont on n'a pas encore parlé, c'est la récompense du chien. La récompense du chien, c'est donc ce qu'on lui donne à la fin de sa piste, au moment où il retrouve son traceur. Alors Alexis, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la récompense est si importante au mantrailing? La récompense, c'est la principale source de motivation pour le chien. Donc, plus le chien sera motivé, et plus il sera en mesure de surmonter certaines difficultés et donc tout simplement de progresser plus vite. Puisqu'elle a un rôle essentiel dans la progression du chien, c'est vraiment important de bien la choisir. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui fait une bonne récompense, justement? Comment on la choisit? Ça peut être alimentaire déjà, un jouet ou des caresses, mais le plus important, c'est de s'assurer qu'on utilise la récompense qu'il préfère. Et souvent, c'est lui qui va nous le dire. Par exemple, les gens qui ont des chiens de berger pensent que leur chien préfère le jouet à la friandise. Et il y a donc un test simple à faire pour vérifier, et ce que j'ai d'ailleurs fait avec ma chienne. C'est que le traceur, en fin de piste, il va proposer les deux. La nourriture dans une main et dans l'autre, son jouet. Et la plupart du temps, ils choisissent la nourriture. Pour le moment, sur environ 170 chiens entraînés, ça doit se compter sur les doigts d'une main les chiens qui étaient au jouet plutôt qu'à la nourriture. Mais c'est aussi primordial de féliciter verbalement son chien en fin de piste, de lui montrer à quel point on est fier de lui. C'est aussi important que la nourriture ou le jeu. Et par contre, faut être vigilant avec la caresse, parce que même si un chien aime les câlins de son humain, rares sont les chiens qui apprécient le contact physique avec les inconnus, et souvent c'est pas le moment pour ça. Ouais, donc point de vigilance sur la caresse, et puis on laisse le chien choisir sa récompense, on prend celle que lui préfère. Est-ce que tu pourrais juste nous donner un peu les avantages, les inconvénients d'utiliser un jouet, de la nourriture ou autre chose comme récompense? Ouais,
Les avantages d'utiliser différentes récompenses, alors déjà l'avantage de la nourriture, c'est déjà que tu peux doser la qualité et la quantité en fonction de la difficulté de la piste. Celle que l'on utilise doit être exceptionnelle, genre un jackpot, par exemple de la viande, de la saucisse, du fromage, du pâté, du saucisson, du gésier, de la sardine, du pâté pour chat, peu importe. Et rien n'empêche de faire un mélange de saveurs et de changer de temps en temps, et on évite de ramener des croquettes, bien évidemment. Après, avec le jouet, il y a moins de préparation que pour la nourriture, et au final, ça revient moins cher. Mais attention avec le jouet, on a souvent des chiens qui sont trop excités et qui n'arrivent pas à se concentrer correctement pour réfléchir, analyser, comprendre l'exercice et donc de bien pister. Ouais, et puis il faut que le traceur utilise le jouet, joue avec le chien comme il aime jouer, pas forcément évident. Et je me disais par exemple, pour un chien qui est nourri au bar ou à la ration ménagère, est-ce que la nourriture, ça risque pas d'avoir peut-être un peu moins de valeur qu'un chien qui est aux croquettes par exemple? Enfin, je veux dire, s'il mange déjà de la viande, est-ce que ça va vraiment le motiver d'avoir la même chose pour sa piste? Les chiens qui sont au bar font effectivement des repas déjà très appétants, mais on n'a jamais constaté de baisse de motivation pour ces chiens et rien n'empêche de leur proposer d'autres choses qui sortent de leurs habitudes, qu'ils n'ont pas dans leur ration journalière pour les motiver encore plus, quoi. Ok. Donc, toujours au sujet de la nourriture, imaginons que j'ai un refus d'appât vraiment super carré avec mon chien et que je souhaite pas qu'il prenne la nourriture chez le traceur, ou bien que lui-même refuse de la prendre. Comment ça se passe dans ce cas précis? Alors dans l'idéal, on va chercher à créer un lien fort avec le traceur et la récompense. C'est pour ça que c'est lui qui la donne au chien. Mais on peut tout à fait adapter si nécessaire, hein. Soit en demandant au chien d'attendre une commande de son conducteur, exemple prends. Soit c'est le conducteur qui peut donner la récompense directement à son chien. Ça arrive d'ailleurs parfois qu'on fasse ça quand le traceur oublie la friandise, hein. J'y pensais, on voit beaucoup de chiens qui prennent naturellement plaisir à suivre des pistes en balade, par exemple sur du gibier. Du coup, est-ce que y a des chiens qui peuvent ne pas avoir besoin de récompense à la fin de la piste et être motivés à travailler seulement par l'activité en elle-même? Enfin, j'ai encore jamais vu de chien qui se satisfaisait de pister sans avoir de récompense à la fin. Mais j'ai des collègues qui m'ont raconté qu'ils ont rencontré un ou deux chiens pour qui seule la piste avait de l'intérêt. J'aurais tendance à dire que ça dépend du chien, hein, mais qu'il y a sûrement moins de motivation, surtout si on monte en difficulté. Et donc, on ira forcément moins loin. Ça a été d'ailleurs prouvé scientifiquement qu'une récompense a plus de valeur pour le chien quand elle lui a été donnée après lui avoir demandé une tâche précise que si on lui donnait gratuitement. Et moi, vous savez, j'adore mon métier. J'aime passer du temps avec mes clients et leurs chiens en piste, mais si on commence à plus me payer, je suis pas sûr de me lever le matin, hein. Pas tout à fait normal. Alors bon, un immense merci pour toutes ces informations. C'est un épisode qui est dense, qui va sûrement falloir se repasser quelques fois pour tout retenir, prendre des notes. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut te contacter si on souhaite pister avec toi? Déjà sur mes réseaux, j'ai Instagram, Facebook, donc en tapant All Les Pattes Mantrailing, ou sur mon site internet allespattes38.fr. Comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les réseaux, sites internet, etc. dans la description en dessous. Et donc, toi, tu exerces principalement dans la région de Grenoble, mais il me semble que tu fais aussi des déplacements réguliers, donc on peut te retrouver où ailleurs en France? Tous les mois, je fais un week-end de 3 jours sur Annecy. Et tous les 2 mois, je fais un week-end de 3 jours également en région de l'Est lyonnais. Et oui, j'ai vu que tu donnais aussi un stage bientôt en région parisienne. Donc, on peut te contacter si on veut organiser un stage dans une autre région en France. Tu te déplaces? Ouais, je me déplace. Si vous êtes intéressé pour me faire intervenir, vous pouvez me contacter. Je note, ça m'intéresse. Bon, merci encore. Et puis, à bientôt. Merci à toi et puis au plaisir de te revoir en piste. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi pour en faire profiter tes amis et nous aider à faire connaître notre travail et cette discipline passionnante.
Tu peux aussi nous donner un coup de pouce en nous laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. N'hésite pas à nous envoyer tes questions sur le site Mindtrailing Addict. Je te laisse le lien en description de cette émission ou directement en commentaire sur ta plateforme d'écoute. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve le 27 mars en compagnie d'Angélique afin de savoir à quel type de chien s'adresse cette activité. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt!